David Cruc est avec nous pour la financière de l'Échiquier. Bonjour David. Bonjour Guillaume, bonjour Aude. Face à ce petit rebond aujourd'hui des marchés, surtout en Europe, vous allez rendre votre verdict. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume. On vous écoute. Et il va falloir attraper le couteau qui tombe, Guillaume. Ah, vous êtes gourmand. Il va bien falloir attraper ce couteau qui tombe. Ouais. C'est-à-dire revenir sur le marché. Après la baisse des derniers jours, vous estimez qu'un point d'entrée, ça y est, s'ouvre aux investisseurs aujourd'hui ? C'est ça, exactement. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que la temporalité du conflit sera vraiment clé. On est vraiment là-dessus, c'est le temps que ça va durer, la clarification des objectifs américains, où en sont les infrastructures militaires iraniennes. Bien sûr que c'est important. Vous avez parlé beaucoup du détroit d'Ormuz, c'est évidemment très important. On va continuer de phosphorer sur la stagflation, la récession, les non-baisses des taux, peut-être, probablement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très complexe d'essayer d'analyser la géopolitique. Et on le sait depuis des années, arriver à anticiper ça, c'est compliqué. La seule chose que je tiens à dire, c'est que finalement, peu de gens ont intérêt à que ce conflit dure, Guillaume. Les midterms américaines arrivent dans 6 mois, c'est début novembre, et je pense qu'un choc énergétique, un choc vraiment inflationniste serait vraiment pas très bon du tout pour Trump. Je pense que, j'aime à le rappeler, mais le consommateur est un investisseur, l'investisseur est un électeur, donc si le pétrole montait à $100, si l'inflation repartait, et en même temps que les marchés financiers perdaient 20%, tout le monde serait perdant. Chaque salarié américain met 7% de son salaire dans le S&P, j'ai souvent tendance à le dire, et je pense que Trump a vraiment envie ou de gagner ses élections, ses midterms, ou en tout cas de les perdre de la moindre façon possible. Donc clairement, pour lui, c'est un enjeu inflationniste et il faut qu'il fasse attention à ça. La Chine également, c'est le plus gros importateur. La Chine, pareil, a intérêt à ce que ça dure le moins longtemps possible. Exactement, c'est pareillement, c'est un grand importateur de pétrole, notamment pétrole iranien, donc il faut qu'il fasse attention. Et même l'Arabie Saoudite n'a pas envie de voir ses infrastructures pétrolières démolies ou bombardées. Donc je pense qu'il y a un intérêt commun et convergent pour que ce conflit s'arrête. Et puis, on le sait, Guillaume, la géopolitique, c'est un point d'entrée systématique. On se rappelle de l'Ukraine, on avait perdu rapidement une dizaine de pourcents, voire plus, oui. Et on avait rattrapé 15%. Donc, on le sait dans ce monde financier que la géopolitique reste un point d'entrée. Mais pourtant, les grands sages de Wall Street, David Solomon, on en parlait avec John Plassard, mais Jamie Dimon dit la même chose pour JP Morgan, nous disent quand même qu'ils ne comprennent pas forcément la réaction des marchés qui ne baissent pas beaucoup face à ce risque géopolitique, qui a des pressions inflationnistes. Et Jamie Dimon, parle de marchés euphoriques qui ne matchent pas avec une économie correcte, c'est-à-dire qu'il va quand même en pâtir un peu. Donc c'est peut-être pas le moment d'y aller. J'aime beaucoup Jamie Dimon, moi je suis qu'à ma place, donc je vais rester très humble, mais Jamie Dimon il dit beaucoup de choses qui sont il vous écoute, hein, il vous l'a dit, j'écoute souvent David Cruc. Non, mais je compare pas du tout à Jamie Dimon, mais franchement il a dit tellement de choses qui ont été un peu aberrants, où il a cherché systématiquement l'excès dans ses phrases et dans ses commentaires, que je suis pas totalement sûr en lisant ses commentaires ce matin qu'il aille dans le bon sens. Et quant à ceux d'un certain nombre de stratégistes, vous savez, chez les globaux américains, il y a des stratégistes bull et des stratégistes bear. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Donc c'est assez facile de jeter de l'huile sur le feu et de dire que tout peut arriver. Je me rappelle Jamie Dimon qui annonçait que les taux allaient monter à 6% ou 7%. Vous en rappelez certainement autre. Donc moi, je pense que qu'il faut faire attention à ça. Oui. C'est comme le Bitcoin, il a dit que c'était une bêtise et puis maintenant il idolâtre le Bitcoin. Quoi. Voilà, ça change. Hein, et vous êtes venu ici aujourd'hui pour dire aux investisseurs, c'est peut-être le moment de se réintéresser au marché, il y a une fenêtre d'opportunité, le moment de rattraper le couteau qui tombe. Vous voyez un point d'entrée dans les marchés. Est-ce que quand vous regardez les flux, vous vous dites que les investisseurs, ils sont prêts à revenir là et à réacheter en force? Moi, je crois d'abord, je parle beaucoup des particuliers américains qui me fascinent, les investisseurs particuliers américains. Je rappelle aussi qu'il y a 400 milliards de dollars de remboursements d'impôts qui ont lieu. 75% de ces remboursements d'impôts vont arriver maintenant, Guillaume. Donc ça veut dire qu'il y a une manne d'argent, de confiance pour eux, qui vont pouvoir réinvestir en bourse de façon massive. Il y a aussi les rachats d'actions qui sont très nets. On est en autorisation à hauteur de plus 14% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de panique aussi chez les institutionnels que je représente aujourd'hui. Alors certes, ils n'ont pas vendu, ils regardent les marchés, ils patientent. C'est pour ça d'ailleurs que le rebond du marché aujourd'hui est faible, parce qu'ils n'ont pas vendu auparavant, ils sont juste protégés, ils ont mis des protections. Mais il n'y a pas de panique, et il y a des acheteurs qui reviennent dans le marché, que ce soit les particuliers américains qui achètent
tous les jours de cette baisse et des rachats d'actions qui sont aussi très prédominants et qui vont nous amener un confort. Et je suis assez étonné de voir d'ailleurs que l'indice de volatilité n'est qu'à 23,5 dans ce genre de stress de marché. Si vraiment on était en stress, on devrait être plutôt à 35, 40, voire plus. On n'est pas sur les indices de volatilité sur des niveaux de crise, pas du tout, quoi. Même si effectivement les indices ont un peu réagi depuis 2-3 jours à cette guerre au Moyen-Orient. Après, il y a toujours cette question quand même d'un retour d'inflation. Les cours du pétrole ont beaucoup progressé, les cours du gaz, le fret maritime qui voit ses prix renchérir aussi. Est-ce qu'on ne va pas vers plus d'inflation et donc moins de baisse de taux? Est-ce que de ce point de vue, le marché risque pas de pleurer parce que les banquiers centraux pourront plus baisser les taux avec ces hausses de cours du pétrole notamment? C'est une vraie bonne question. Après, tout ce que j'entends, c'est vraiment que c'est $100 la limite, $100, $120. Au-delà de cette limite, effectivement, je crois que c'est le chiffre qu'il faut garder en tête pour nos auditeurs. En dessous de ça, il n'y a pas vraiment de risque au niveau, en tout cas, de récession. Mais clairement, effectivement, la narrative des banques centrales peut un peu bouger. On a eu des probabilités de hausse des taux de la BCE maintenant qui étaient passés à 60%. On est revenu à 30%. Mais c'est une des raisons aussi pour laquelle il y a eu beaucoup de rotation en faveur du marché américain et en défaveur de l'Europe, Guillaume, puisque finalement, entre l'énergie qui est un point névralgique pour l'Europe et qui est un point positif pour les Américains, puisque eux sont producteurs de pétrole. Et la deuxième chose, c'est les changements de narratif, puisqu'effectivement, en Europe, on parle beaucoup de taux qui pourraient remonter, tandis qu'aux US, les taux, on continue de pricer 1,8 baisse des taux cette année. Donc, c'est aussi tout ça qui a fait qu'il y a eu une progression énorme du marché américain, enfin une non-progression, pardon, une différence. On a perdu pratiquement tout l'écart de performance qu'on avait en faveur de l'Europe en 2 jours, tout ce qu'on avait gagné en 2 mois. Mais je pense que les narratifs, c'est encore trop tôt pour vraiment les changer. Un baril au-dessus de $100, oui, on pourrait éventuellement bouger les orientations des taux au niveau des banques centrales. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Et justement, est-ce que les propos qui là parviennent de banquiers centraux européens vous rassurent ou pas? Là, ce qui se dit, c'est qu'on ne parlerait pas de choc transitoire ou temporaire parce qu'ils se sont déjà cassés les dents il y a 3 ans, 4 ans maintenant, en 2022. Ce n'est pas un mot qui leur a réussi. Donc, ils vont être assez prudents pour peut-être évaluer l'inflation et le risque d'inflation pour peut-être ne pas relever les taux de manière trop brutale. Vous le savez, la BCE, de toute façon, ils sont tous data dépendants, donc ils vont attendre de voir avant d'agir. Ça changera pas. Voilà, ça vous connaissez par cœur. Donc la réponse est quasi dans votre question. C'est que je pense qu'il n'y a pas d'inflation réelle en Europe. Pour l'instant, c'est pas un sujet. Ça pourrait le devenir, bien sûr, mais en attendant que ça le devienne. Les faucons ne vont pas l'emporter quand même. Non, je pense pas. Il faudra qu'il y ait vraiment des signes tangibles. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut revenir sur les marchés. Il faut revenir sur les marchés, Guillaume. C'est une évidence. Bon, l'Espagne, elle a cartonné l'an dernier. Elle cartonnait depuis le 1er janvier aussi, sauf qu'hier, Donald Trump a dit que les États-Unis allaient cesser tout commerce avec l'Espagne, et Scott Bessent qui s'est exprimé là-dessus, il a été interrogé tout à l'heure par des journalistes, est-ce qu'il est possible d'arrêter tout commerce avec l'Espagne? Il répond, Scott Bessent, que l'Espagne, en interdisant l'accès des Américains à ses bases militaires, parce que l'Espagne s'oppose à ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, l'Espagne est en train de mettre en jeu la vie des soldats américains. Donc oui, l'Espagne sera sanctionnée. Est-ce qu'il faut, quand on est investisseur, du coup, éviter d'investir en Espagne désormais? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, le rebond du marché d'IBEX est assez fort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'embargo, c'est un peu flou ce qu'il a annoncé. La mise en place au sein de l'Union européenne, c'est quand même un petit peu difficile. C'est un marché unique, Guillaume. On l'a vu vis-à-vis des Français. Il y avait à la section 301, je ne sais plus de mémoire, je vais essayer de relire. Mais enfin, clairement, ça paraît quand même très complexe et il y a peu d'échanges entre l'Espagne et les États-Unis. Donc, c'est en tout cas un pari qui paraît très risqué. Donc, je pense pas. Je pense que le marché espagnol va continuer sa progression et qu'il n'y aura pas de changement d'optique des investisseurs vis-à-vis de ce pays. C'est vrai que la bourse de Madrid n'est absolument pas affecté par les menaces de Donald Trump et de Washington. Madrid gagne 2% aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. David Kruk, régulièrement à nos côtés, la financière de l'échiquier.